Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Et non, Clémentine Laroumé, la cofondatrice avec Antoine Ricardou des ateliers Saint-Lazare, n'était toujours pas passée dans Décodeur. Je suis donc ravie de la retrouver aujourd'hui et nous ne sommes pas seuls puisque c'est un épisode enregistré en public à l'hôtel des Grands Voyageurs sur lequel elle a justement travaillé. Bonjour Clémentine. Bonjour Hortense. Et bonjour à toutes. J'ai dit qu'on était en public ? Ouais. Ok, bonjour à toutes. Alors, le travail des ateliers Saint-Lazare a beaucoup de succès. Vous êtes très inspirant pour de nombreux créatifs. Beaucoup de marques et de lieux veulent travailler avec vous. On peut déjà citer parmi tant de marques Merci, Cézanne, Le Barn, Maison Plisson, Les Roches Rouges, Cyril Lignac, Veuve Clicquot, Rosanna, Sarah Lavoine. Pour tout cela, vous avez travaillé sur leur identité visuelle, leur identité de marque. Ton métier, Clémentine, c'est de nous raconter une histoire. Enfin, tu vas nous redire évidemment tout ça, mais grâce à une typo, un logo, des couleurs, du mobilier, un environnement. Évidemment, en 20 ans, toutes ces facettes de studio de design graphique se sont étoffées. Vous imaginez des lieux, des ambiances et même des produits puisque vous avez créé ASL, votre propre ligne d'objets et de mobilier. Ça nous en fait des sujets de conversation. On est là pour un petit moment. Alors, quand j'ai dit que je t'interviewais, on va commencer. On m'a parlé de Bipôle, et je sais pas si ça t'arrive encore, qui est votre ancien nom et qui a marqué un peu une époque, entre guillemets. Atelier Saint-Lazare, ça vient d'où ? Pourquoi vous avez changé ? Alors, on a changé parce que 20 ans après avoir démarré, effectivement, au départ sous le nom de Bipôle, qui était vraiment un studio de design graphique, il se trouve qu'on a eu la chance de pouvoir acheter des bureaux, nos propres bureaux, rue Saint-Lazare, dans un atelier qui est au fond d'une cour, qui était un ancien atelier de bijouterie. Et c'est arrivé, et donc quand on a eu cet atelier, qu'on a eu évidemment le projet de redessiner le lieu, on a eu envie de travailler différemment, c'est-à-dire moins derrière nos ordinateurs, être plus dans l'atelier pour faire. On a acheté une presse pour faire de la gravure, pour faire un four pour faire de la céramique. Enfin, en tout cas, on avait envie de faire beaucoup de choses avec nos mains. Et au même moment, on avait ce projet de développer la marque d'objets de mobilier et on voulait pas l'appeler Bipôle.
Et comme on voulait pas l'appeler Bipôle, parce qu'on voulait pas que ça soit produit dérivé d'un studio de design, etc. On voulait une marque un peu forte, pérenne, qui raconte un peu la bonne histoire. On a décidé de prendre le nom de Saint-Lazare, enfin Atelier Saint-Lazare, au départ Saint-Lazare pour le studio et Atelier Saint-Lazare pour les objets, comme à l'époque où les artisans prenaient le nom de leur rue en toute simplicité. Et en même temps, on a un studio à New York, donc Saint-Lazare, c'était un français dans la c'était important aussi de pouvoir être très français dans notre approche. Et donc tout simplement, on s'est dit c'est pas grave, on va changer de nom. Au départ, ça devait être comme pour les objets. Et finalement, on s'est dit pourquoi tout est lié finalement, le studio, le mobilier, la création des objets, enfin tout ce que l'on fait, c'est un peu un cercle vertueux, tout a un sens. On s'est dit pourquoi avoir Bipôle et Atelier Saint-Lazare, et du coup on a décidé de s'appeler Saint-Lazare. C'était un peu risqué quand même parce que de changer de nom comme ça. Ben oui, c'est ça, vous qui êtes des pros de l'identité, est-ce que vous aviez pas un peu la pression justement ? Si, on avait la pression, d'abord parce qu'en fait on avait déjà beaucoup de presse, donc c'est pas comme si c'était dans un petit milieu uniquement client pour client. C'était la pression de devoir aussi le dire dans la presse et d'expliquer, que ce soit clair, etc. C'est vrai qu'on a beaucoup de création de marques, d'entrepreneurs qui viennent pour créer leur marque, mais on peut aussi avoir des gens qui viennent pour refondre un peu leur identité, mais plutôt le design, la typo, que le nom. Et puis parfois, donc ça c'est plus rare, les gens viennent nous voir pour au contraire changer le nom parce qu'il ne correspond plus à ce qu'ils sont, à ce qu'est la marque. Mais c'est vrai que c'est un peu plus infime, donc on a moins fait cet exercice pour les autres et on l'a appliqué à nous. Pour vous, ouais. Alors le premier métier de Saint-Lazare, c'est d'accompagner, tu disais, les marques et les lieux pour créer ou renforcer leur identité. Qu'est-ce que ça veut dire l'identité de marque ? Donc, l'identité de marque, ça a beaucoup évolué finalement parce que donc ça fait 25 ans qu'on fait ce métier. Au départ, l'identité de marque, c'était un logo, vraiment un logotype, le choix d'une typographie, de la couleur, d'une illustration, d'un dessin, d'un monogramme qui va créer effectivement tout cet environnement, mais vraiment de marque très logotypée. Aujourd'hui, c'est aussi lié peut-être à nos clients, toute la partie hospitalité des lieux, d'avoir aussi travailler pas que pour une marque et ses applicatifs, mais aussi pour une marque dans un lieu. C'est toute l'histoire, enfin c'est toutes les attentions, les détails, un lieu finalement. Il y a beaucoup de sensibilité dans un lieu, et une marque, ce n'est pas que un logo, c'est aussi tout ce qui accompagne la marque, que ce soit dans l'architecture ou dans l'édition de cette marque ou de ce lieu. Oui, mais si l'offre est claire, c'est si important que ça de travailler là-dessus ? Si l'offre est claire, évidemment, le premier sujet pour une marque, c'est que le produit soit le bon. Sinon, c'est un peu voué à l'échec. C'est pas parce qu'une marque est jolie que ça fonctionne, c'est parce que le produit est le bon. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu l'emballage. C'est plutôt l'expérience. Quand vous arrivez dans un lieu ou que vous allez dans une boutique, finalement, c'est un petit peu tout ce qui emballe la marque. Et je pense que c'est une autre forme de sensibilité. Et finalement, tout ce qu'on essaie de raconter, c'est les valeurs de la marque. Tout ce qu'elle-même est venue nous raconter, on essaye de le raconter à travers des choses plus sensibles. Et c'est pour ça que c'est mieux. On peut faire sans, mais c'est toujours mieux d'habiller, en tout cas, on va dire, sa marque. Ouais. Vous, à la base, vous travaillez le style graphique de la marque, les typos, le logo, etc. Donc, un lieu qui se lance, une marque qui se lance, et là, il y a plein de jeunes entrepreneurs. On ne doit pas négliger ça ? Je pense de toute façon, on ne va pas le négliger. Parce qu'on n'ira peut-être pas chercher un studio, mais on ira chercher un copain graphiste. C'est une histoire souvent de moyens d'aller vers telle ou telle personne ou tel studio. Donc ça, c'est toujours intégré, quoi qu'il arrive, quand on crée sa marque. Maintenant, c'est pas l'essentiel au départ. Si l'image qu'on renvoie est la bonne à travers ce qu'on propose, c'est pas très grave. Après, quand la marque commence à avoir du succès, on peut se poser la question de renforcer son image, peut-être pour la rendre plus forte ou pour des raisons de développement ou voilà. Ouais. Alors, si on prend l'exemple de Merci, qui était un de vos premiers gros clients, non ? C'est le premier client qui nous a rendu visibles, vraiment auprès de la presse, parce que le premier gros et beau client, c'était Pierre Berger et Yves Saint Laurent.
Ah oui, tout alors début. raconte-nous. Plutôt la culture. Au départ, on a eu beaucoup de projets qui étaient autour de la culture, des marques un peu plus institutionnelles. Il se trouve que par hasard, on a rencontré Pierre Berger, donc pareil, ça c'est un peu le réseau, le bouche-oreille autour de nous, etc. On rencontre Pierre Berger et il nous confie énormément de projets d'identité visuelle, d'institutions culturelles, qu'il développait. Ça a commencé par la médiathèque musicale Malheur, mais après on a eu Pierre Berger associé quand il a voulu racheter Drouot et qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Il a monté sa propre maison de vente. Et c'est là d'ailleurs que notre premier projet d'architecture d'intérieur a eu lieu, puisqu'on a refait les lieux de sa maison de vente. Et ensuite, on a eu la fondation Yves Saint-Laurent, Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Bon voilà, donc on a eu pas mal de projets de culture avec Pierre Berger pendant une dizaine d'années. Et puis petit à petit, les projets se sont un peu agrandis. Pareil, le bouche-oreille des clients qui vous renvoient à d'autres projets. On a eu des projets dans la mode cosmétique. Et effectivement, à ce moment-là, Merci est venu nous voir pour son projet mais au départ, ils voulaient travailler tout seuls parce qu'ils ont toujours fait, Marie-France et Bernard Cohen ont toujours travaillé tout seuls à l'époque de Bonpoint avec leur équipe. Et en fait, c'était un gros navire. 6 mois avant, ils sont revenus nous voir en nous disant, parce qu'en fait, c'était moi qui étais allée leur demander de travailler. Je connaissais la belle-fille de Marie-France et je leur avais proposé de les aider pour leur projet. Et ils nous ont dit non, on fait tout nous-mêmes. Et finalement, on est arrivé 6 mois avant le démarrage. Donc, c'était un peu branle-bas de combat parce que c'est long de travailler une identité visuelle, de la produire. Et là, c'était assez amusant parce que pour le coup, c'était un projet très généreux où c'était un nouveau petit grand magasin, on va dire, avec plein de marques dans la marque. Et il fallait créer une identité qui soit pas trop figée. Et d'ailleurs, le logo Merci, c'est peut-être pas tant le logo Merci qui a fait, quand on parle de ce lieu, je pense que c'est le sac peut-être, le shopping bag, avec toutes les typographies, tout ce qu'il y avait écrit dessus. Bon, je crois que c'est un ensemble de plein de codes qui ont fait parler de l'identité de Merci. Qu'est-ce qui est long ? Moi, par exemple, je me fais un peu l'avocat du diable, j'y connais rien, je me dis, vous avez fait un logo. Alors, il n'y a pas qu'un logo, effectivement. Alors voilà, qu'est-ce que vous déroulez ? On déroule, d'abord on travaille une plateforme de marque qui est ou un brand statement où on vient un peu tirer les ficelles de l'histoire de la marque, du client, ses valeurs, ce qui l'intéresse, pourquoi ce projet, qu'est-ce qu'il a envie de raconter, ce qui sera dans 10 ans. Et donc il est chez nous pour tout nous raconter et nous on vient écrire ce document qui va être une base pour toute cette réflexion créative qui va après être déroulée. Donc ça prend un mois au moins pour travailler ce projet-là, l'écrire et évidemment faire les allers-retours qu'il faut pour que le projet soit solide. Et d'ailleurs, c'est un document qui peut après partir chez des investisseurs, qui peut aider toutes les personnes qui sont recrutées pour le projet pour dire voilà ce qu'est la marque, voilà ce qu'elle raconte et ce qu'elle doit véhiculer. Ça c'est cette première étape. Ensuite, il y a toute cette recherche de l'identité, donc du logo, de la typographie, des couleurs, tout ce qui est charte graphique. Je parle pas de l'architecture d'intérieur parce que ça c'est évidemment encore plus long, mais pour une marque qui a besoin pour un lieu de tout ce qui est packaging, mais ça peut être du flaconnage. On travaille pour Fragonard, on est en train de dessiner un flacon pour eux. Enfin voilà. Le papier de soie, le packaging, la signalétique d'un lieu. C'est plein de points de contact qui prennent du temps, mais qui prennent du temps parce que l'idée ne vient pas dans la seconde et que c'est des allers-retours déjà nous en interne. On dessine, on n'aime pas, on fait retravailler. Enfin, il y a 2-3 semaines, un mois pour arriver à tomber vraiment un premier projet. Et ensuite, c'est tous les allers-retours qu'on fait avec le client c'est un travail un peu à 4 mains pour pouvoir finaliser un projet qui ensuite va mettre du temps à être produit parce que pour produire tout ça, ça prend 3 à 4 mois pour produire du packaging, produire tout ce qui est édition, papeterie, les sites internet. Après, il y a la partie un peu plus technique. Donc, généralement, un projet, ça prend à peu près 9 mois minimum on peut faire beaucoup plus rapide, mais un délai à peu près normal, c'est entre 6 et 9 mois. Et comme ces marques ou ces lieux savent pas forcément où ils vont, est-ce qu'ils vous donnent quand même un genre de brief ou c'est vraiment vous qui ne faites que des propositions ?
Non, c'est vraiment un travail à quatre mains. Donc on a un client qui vient avec des idées, des convictions, des intuitions, mais qui ne sait pas forcément les mettre en image. Ça peut arriver qu'un client n'ait pas d'idée particulière et que on le guide quasiment à 100%, mais généralement le bon projet, c'est quand on est un peu sachant des deux côtés. Certains ont déjà une expérience et savent aussi comment les clients vont réagir face à il y a aussi des sujets qui peuvent être un peu techniques. Parfois, il faut travailler avec la contrainte et ça, c'est très intéressant aussi. C'est évidemment pour des lieux ou même pour une marque, toute la partie shopping, comment tu vas recevoir ton colis, ce qui plaît pas. Enfin, il y a beaucoup de points de contact qui, soit c'est de l'intuition, soit il y a déjà l'expérience et donc on travaille un petit peu avec ces différents Tu peux nous donner un exemple de contrainte ? Si c'est un lieu, par exemple, ça peut être une contrainte sonore, ça peut être que le lieu doit être modulable, ça peut être dans une boutique, il faut avoir un sens de circulation intuitif pour que les gens fassent le bon trajet, repèrent tous les lieux, tous les endroits. Après, ça peut être une contrainte. Alors, aujourd'hui, on a cette contrainte éco-responsable dans toute la fabrication des packaging. Donc, c'est devenu de plus en plus compliqué d'essayer de faire des jolies choses avec que des matériaux éco-responsables, recyclables, etc. Ça peut être aussi une contrainte, beaucoup dans les grandes maisons d'ailleurs. Donc, non. Qu'est-ce que tu appelles les packaging, par exemple ? C'est par exemple le sac quand on repart d'une... Packaging, ouais, c'est le sac, les boîtes, tout ce qui est emballage en fait. Pour une marque de mode, on va avoir effectivement le shopping bag, toute l'expérience sur Internet et donc la boîte dans la boîte. Et puis quand vous créez une bougie, ça va être la boîte de la bougie par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le packaging, ouais. Et vous, en fait, Saint-Lazare, vous avez vous-même une identité qui est assez forte. On peut même reconnaître en se disant tiens, sur tel projet, ça pourrait être la touche Saint-Lazare. Et en même temps, il faut que vous apportiez une identité nouvelle aux marques avec lesquelles vous travaillez. Comment vous faites ça ? Alors, c'est vrai qu'on a une patte mais comme à mon avis, pas mal d'autres studios. On a peut-être une façon de traiter la typographie, de travailler les matières, la simplicité d'un matériau ou une typologie de matériaux, de couleurs. On a une forme de simplicité dans notre démarche. On essaye de dessiner des choses fonctionnelles qui sont de bonne facture, mais qui vont avoir pas mal de détails. Je pense que dans toute cette simplicité et puis on se retrouve finalement avec un style. Oui, on doit se réinventer parce que certains nous disent non, je vous ai pas pris pour ça parce que vous avez trop cette patte-là et nous on a envie d'aller vers quelque chose de alors parfois on parle d'un peu plus luxueux. Là, je parle peut-être beaucoup en architecture où c'est effectivement important d'être évidemment très identitaire et très singulier. Je pense que le Barn nous a aussi catalogué dans une typologie de lieux très fonctionnels où on travaille beaucoup le bois, où on travaille des éléments assez simples. On essaye toujours comme on raconte quand même une histoire au départ, on tire aussi les fils de cette histoire et on fait en sorte que les projets soient différents, mais malgré tout, il y a une patte commune reconnaissable. Comment tu abordes les projets ? Comment tu te mets au travail ? On se met au travail, on a ce brief client qui ce premier rendez-vous, le client vient vous raconter ce qu'il est, sa marque. Au moment, par exemple, on travaille pour Christophe, donc c'est amusant. Ils sont venus vers nous pour faire un projet très précis d'un motif qu'ils souhaitent créer. Alors là, c'est une histoire qui a 200 ans, une marque qui a 200 ans d'histoire. Donc ce qui est génial, c'est qu'on va aller dans les archives de la marque, on va aller vraiment retrouver des éléments qui nous parlent, qui vont nous inspirer, et on va tirer le fil à partir de ces éléments-là. Après, une marque qui part de zéro, le brief créatif, pendant le brief, nous viennent des idées, des choses nous
là encore, résonnent un petit peu dans notre esprit, par notre expérience, évidemment. Voilà, c'est vrai que c'était pas pareil il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a évidemment, on est plus agile et on comprend mieux certaines secteurs, certaines marques. Et après, c'est un workshop interne avec les créatifs où on échange des images d'inspiration. Donc on se nourrit beaucoup de tout ça. Alors il faut faire attention, et c'est ce qu'on dit évidemment beaucoup en interne, c'est de pas être trop sur Pinterest, de pas être trop sur Instagram, parce qu'évidemment on est avec l'algorithme tous en train de regarder un peu les mêmes choses tout le temps. Et donc ce qui est très important, c'est d'avoir aussi des références culturelles propres, et donc d'être nourri par ce qu'on lit, ce qu'on voit, les musées, le cinéma, les livres. En fait, au départ, avant d'avoir effectivement être énormément sur tous ces réseaux, on prenait les livres de la bibliothèque et on regardait des ouvrages de design dans lesquels on venait puiser nos inspirations. Donc on continue de faire ça et on nourrit un petit peu notre système avec... il faut que ce soit un vrai mélange d'inspiration, sinon on tourne un peu en rond. C'est qui on ? C'est quel type de métier à l'agence ? Enfin non, pas à l'agence, on dit le studio. Oui, on dit le studio parce que c'est vrai que l'agence, bon c'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais l'agence c'est beaucoup de monde et nous on essaye d'être plutôt un petit studio avec, on est quand même beaucoup aujourd'hui, mais à travers différents studios. Un à Paris, un à New York, un deuxième à Paris qui fait plutôt de la stratégie. Bon, on est voilà, plusieurs studios avec une vingtaine de personnes à chaque fois. Donc on arrive à travailler un peu en workshop tout le temps. On a des créatifs qui sortent d'écoles d'art appliqué, les beaux-arts, les arts déco ou des écoles de design, plus graphisme. Et ensuite, on a des architectes. Donc, ça peut aller de l'école Boulle à Camondo, plus archi d'intérieur et des archi. Et toi, par rapport à ton poste, tu donnes les impulsions et comment il transforme, tu vois ? Je suis moins derrière mon ordinateur, donc ça, c'est vrai que c'est un peu aussi des évolutions dans notre métier. C'est qu'à un moment, il faut sortir de son écran pour déléguer, quand on commence à avoir un peu plus de monde et une équipe. Donc c'est à la fois frustrant et en fait c'est assez satisfaisant aussi d'arriver à emmener son équipe. Et d'ailleurs c'est pas que mes idées, c'est les idées un peu de tout le monde, mais j'impulse des idées et en même temps je réagis aussi aux idées des autres. Et on consolide tout ça. Voilà, c'est après du j'aime pas, mais il n'y a pas que du j'aime pas. Il y a aussi la compréhension de ce que le client attend. Et ça, c'est un peu l'expérience, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec depuis pas mal d'années, vous savez aussi quels sont le brief du client. Et il faut faire attention de ne pas faire du beau pour du beau et de revenir aussi à la contrainte d'un brief aussi. On a cité Veuve Clicquot. Veuve Clicquot, quand il nous brief, il attend évidemment qu'on fasse des jolies choses, mais dans la construction de sa demande aussi et de ses contraintes à lui. Ouais. Alors après tout ce qui est design un peu graphique, en parallèle, vous avez donc développé plutôt les projets archi. Comment vous êtes arrivé sur ce type de sujet ? Alors Antoine est architecte de formation, donc c'était sa première formation. Il se trouve que il est parti en Australie faire une année d'études comme un master, on va dire une dernière année d'études. Et il a fait un stage dans une agence de communication. Et il s'est passionné pour le design graphique et il s'est dit, finalement, ce qui m'intéresse, c'est de faire du graphisme à travers le prisme de la marque. Et donc, peut-être cette histoire de construction, de construire des marques, de réfléchir à des marques pérennes. Ça vient, à mon avis, de cette formation-là. Et il se trouve qu'il était marié aussi il est marié avec une architecte. Et que dès qu'on a eu l'occasion de travailler sur un projet, donc c'était Pierre Berger associé, de travailler sur ce lieu à Drouot, on a proposé donc nos services en tant qu'architecte et ils nous ont fait confiance parce que Pierre Berger c'était quelqu'un qui faisait énormément confiance aux créatifs et il s'est pas demandé quelle formation. Enfin bon bref, il savait qu'Antoine était architecte de formation et donc il nous a laissé évidemment carte blanche et les premiers projets ont démarré comme ça et ensuite naturellement on a eu ce premier projet à revendiquer. Et on a réussi à convaincre des nouveaux clients de travailler des lieux qui étaient des boutiques. On avait fait la boutique de Satellite, une marque de bijoux, rue Saint-Honoré. La mode et la cosmétique au départ.
Tu parles d'Antoine, et toi, quel est ton parcours en fait? Et moi, j'ai un parcours d'édition. J'ai fait une école d'édition. Donc je me suis un peu perdue pendant 2 ans à la fac et en fait depuis toujours j'aimais les livres, le papier, la partie très sensible du livre et donc j'avais fait un premier stage chez Gallimard et donc j'ai cherché, en fait c'est amusant parce que je me suis posé la question entre une école d'art appliqué ou une maison d'édition et j'ai choisi la maison d'édition et je suis revenue après quand je suis arrivée chez Bipôle. En fait Antoine venait de monter son studio, c'était un de mes copains de classe. Moi, je le faisais travailler dans ma maison d'édition et lui venait de faire mon CV parce que je voulais partir de ma maison d'édition et il m'a dit, si tu veux, peut-être que tu peux venir travailler avec moi. Moi, je pensais plutôt l'aider dans la partie très print, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on a évidemment dessiné l'identité, comment on l'applique, avec quel type de papier on va travailler tout ce qu'on appelle les collatéraux de la marque, et donc de lui apporter mon savoir-faire dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai mis les mains sur un clavier, une souris, et j'avais une formation déjà dans cette école d'édition qui vous apprenait tous les métiers, et donc j'avais aussi ce métier de graphiste qui m'avait été enseigné. Donc voilà. Et après, je pense qu'avec Antoine, on s'est bien entendu parce qu'en fait, on regardait les mêmes choses et on aimait les mêmes choses. Donc on s'est compris assez facilement. Voilà. Donc lui, c'était beaucoup plus inné parce qu'il avait fait 7 à 8 ans d'études. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui au bureau, on a donc évidemment des projets qui sont drivés par l'architecture au départ et d'autres qui sont plus par l'identité, la partie plus print. Et moi, je m'occupe plus de la partie print et Antoine plus de la partie architecturale. Oui. Comment vous travaillez justement sur un lieu quand tu dois raconter des histoires? Sur quels éléments? Tu vois, là, si on prend l'exemple, on est à l'hôtel des Grands Voyageurs. Sur quoi vous avez travaillé concrètement? Alors, cet hôtel, c'est Casiraghi qui l'a dessiné, donc on n'intervient pas trop parce que ça nous arrive effectivement de faire l'identité. Alors on a fait l'identité du lieu et évidemment on a laissé totalement carte blanche à Casiraghi pour faire son projet. En revanche, on avait ce document en commun qui était cette plateforme de marque où on s'est dit qu'est-ce qu'on va raconter dans ce lieu. Donc c'était cette histoire de ces grands voyageurs de l'époque, du début du XXe siècle, l'aspect un peu collectionneur de ce que tu ramenais de tes voyages. Donc il y avait quelque chose autour des objets d'art et donc ce lieu, il a été pensé un peu comme une coque d'un navire avec ce côté très acajou, ces éclairages un peu tamisés. Voilà, donc pour ce projet-là, je te dirais pas trop parce que c'est pas nous qui avons fait l'architecture, mais c'est vrai qu'au départ, en fait, la démarche, elle est un petit peu la même. C'est que cette plateforme de marque que l'on écrit vient raconter l'histoire et les ficelles qu'il faut qu'on tire de tout ça. Et donc, les images d'inspiration vont être moins édition, mais vont être plus architecturales. Et donc, on a énormément de référents d'architectes danois, français, américains qui nous inspirent. Donc, on va, là encore, partager effectivement beaucoup D'ailleurs, cette plateforme de marque, elle est très illustrée. Donc, quand on la présente aux clients, c'est un document finalement de travail qui est très intelligent puisque le client va réagir en fait sur des images et on va comprendre ce qu'il aime, ce qu'il attire moins. Il va réagir sur des images où ça peut être un détail sur une image ou une image plus globale, mais en fait, ça va raconter aussi ce que le client, sa sensibilité à lui et ce qu'on va pouvoir tirer en fait de tout ça. Donc parfois il y a un archi et parfois c'est vous. Voilà, donc alors quand il y a évidemment que l'identité de la marque, de l'édition et un peu digital, c'est que cette équipe-là de designers. Et après, quand il y a les architectes, généralement c'est architecture et identité, et donc les équipes se mélangent, mais l'équipe d'architecture évidemment va travailler sur nous. En fait, on va se retrouver au moment de la signalétique du lieu où on va discuter avec les architectes pour savoir où est-ce qu'on peut intervenir. On va essayer d'accompagner, de rajouter une petite couche en plus sur tout leur travail. Et c'est à ce moment-là que les deux équipes se rencontrent.
Et la rencontre se passe bien parce que ça peut être... Ah oui, complètement. Ouais. Et enfin, c'est-à-dire qu'on se nourrit du travail des uns et des autres. Les architectes sont tout aussi intéressés par notre travail pour les marques que nous, la partie plus archi. Et d'ailleurs, c'est même pas divisé. D'ailleurs, au bureau, on change de place comme à l'école tous les 3 mois pour mélanger les gens. Oui. Pour que les équipes se parlent, qu'on puisse regarder derrière l'écran de l'autre, d'entendre ce qui se raconte, et puis tout d'un coup de dire attendez, moi j'avais travaillé sur un projet un peu similaire. Et c'est là où toutes les contraintes parfois d'un projet, on apprend parfois de sujets qui peuvent être un peu parfois plus complexes que d'autres, etc. Ça nous apprend pour d'autres projets à pas faire peut-être parfois telle erreur, ou on essaie de corriger parfois des choses qui peuvent être, c'est pas vraiment des erreurs, parce qu'après avec le client on sait jamais à 100% comment va réagir un client dans un lieu, etc. Mais voilà, c'est important en tout cas de tous être les uns à côté des autres pour pouvoir échanger sur son expérience. Ok, et donc j'en reviens ici par exemple, qu'est-ce que vous avez fait en plus pour qu'on comprenne bien la différence entre le travail de l'architecte et vous, votre patte? Alors nous, on est assez, d'ailleurs on communique assez peu quand on n'est pas architecte d'un lieu, parce que finalement la star, on va dire, reste quand même l'architecte. Dans la presse, on va parler de l'architecte qui a travaillé sur l'hôtel. En revanche, ils sont toujours très contents de travailler avec nous parce que on va embellir, mais de manière hyper discrète, le lieu. Donc évidemment, c'est le logo que vous allez voir sur les stores. C'est dans les chambres tous les petits objets que vous allez retrouver sur le bureau, la table de nuit, la papeterie, tous les amenities dans la salle de bain, les menus dans les restaurants. Ça peut être évidemment la signalétique dans le lieu. On peut, alors on l'a pas fait ici et on le fait quasiment dans tous les projets, habiller le lieu de tout ce qui est accrochage, donc sélection d'œuvres d'art, recherche d'art, curation d'artistes, et on achète beaucoup de vintage aussi. Donc voilà, quand on est archi d'un lieu, on fait l'identité de marque sur tous les collatéraux de l'hôtel, donc le laundry bag, enfin voilà, tout ce qu'on peut nous donner dans un hôtel, c'est nous qui le dessinons. Vous, tu dis, vous apportez souvent les tableaux. Enfin, on ne dit pas tableaux. Les œuvres, oui. Les œuvres, d'où elles viennent ? Elles viennent... alors, soit on peut commissionner un artiste et acheter ou lui demander de produire, que ce soit un photographe ou un illustrateur ou un peintre. Et sinon, on chine beaucoup. Donc, on peut chiner à Drouot ou dans pas mal de maisons de vente. Ça, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Ou on peut aussi, dans des déballages, des brocantes... acheter des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur, mais qu'on peut réencadrer et qui retrouvent leur valeur ou leur histoire dans un lieu comme ici ou ailleurs. Toi, ton métier, il est vraiment dans le détail. Ouais. C'est vraiment tous ces petits détails qu'on peut presque ne pas avoir, mais qui font l'identité. Oui. Je discutais avec une personne qui est ici et qui me disait que nos projets ressemblaient un peu aux maisons de famille. Et c'est vrai que ce qui nous touche beaucoup finalement, et ça on s'est toujours beaucoup compris avec Antoine là-dessus, c'est que on aime les lieux habités. Et donc on aime les souvenirs, on aime le mobilier patiné, on aime le petit objet que personne ne va repérer mais qu'on va trouver nous très joli, et c'est vrai qu'il nous intéresse effectivement dans un lieu, c'est d'apporter aussi toutes ces petites touches là d'objets qui n'ont pas forcément beaucoup de valeur mais qui vont raconter malgré tout à travers l'histoire qu'on veut raconter de ce lieu, d'un joli détail, d'un joli objet qui soit chiné ou pas. Et ensuite dans la partie très impression, très print de notre métier, on va travailler les matières, on va travailler le gaufrage d'un papier, on va travailler un marquage or, on va être content que la personne touche une table et apprécie le détail de la table, voilà, tout autant sur le papier que sur des matériaux plus nobles. Oui, cette chaleur, c'est un peu votre signature de créer cet esprit, et tu le disais, donc c'est souvent chargé. Sont par des pas forcément des objets du quotidien, mais des objets plutôt des meubles et objets chinés. Il n'y a rien de neuf jamais, ou de sur-mesure par exemple. Alors en sur-mesure, si je prends l'exemple du Barn par exemple, si on a construit toutes les tables, tout ce qui était dans le mobilier des pièces communes, publiques, tout ça, sinon ça fait un peu trop brocante. Bon, il faut quand même que le lieu soit aussi magnifié par du joli mobilier. Mais effectivement, on va avoir chiné
chiner un canapé, 2 fauteuils, pour que ce soit pas que du neuf, et qu'en fait l'ancien et le contemporain comme un peu chez soi en fait. Mais après il y a des gens qui aiment de l'ultra design, donc nous c'est pas trop notre histoire. Nous on aime le mélange. Que ce soit Antoine ou moi, on achète du contemporain comme on chine de l'ancien, et c'est ça qui pour nous construit aussi le lieu et son histoire. Et pour chiner de belles pièces, sans nous donner tes bons plans, tes secrets, ça se passe où en fait ? Alors, on a la chance de pouvoir faire des déballages. C'est réservé un peu aux professionnels des architectes et des boutiques de décoration. Bon bref, donc de faire des déballages, mais là il faut aussi aller retaper. C'est pas que du neuf. Enfin en tout cas ça peut être aussi assez abîmé, donc il faut parfois retaper. Bon après il y a évidemment les puces, il y a les galeries. Bon voilà, tout ça aujourd'hui a un prix, parce que maintenant c'est plus comme il y a une quinzaine d'années où qu'on aille aux puces ou même dans même les déballages aujourd'hui sont assez chers. On fait plus les mêmes affaires qu'avant. Mais donc voilà, pas mal de déballages. Et il y a quelque chose aussi qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez toujours des projets qui sont toujours pile dans l'air du temps. Vous êtes quand même presque assez tendance. On a envie d'être dans vos projets. Et en même temps, vous fuyez. Vous, la tendance, être à la mode, ça vous intéresse pas du tout. Ouais, exactement, ça nous intéresse pas. Non, mais en fait, je pense que les clients qui viennent nous voir comprennent notre sensibilité. On a une sensibilité commune. Après, donc on a beaucoup d'entrepreneurs. Donc c'est des gens passionnants parce qu'ils sont totalement habités par leur projet. Ils peuvent être connus. On a parlé de Thierry Lignac, mais Alexandre Mazia à Marseille. On a des chefs, etc. Donc ça, c'est des gens qui sont totalement habités par leur projet. Donc c'est eux qui créent la tendance plus que nous. Maintenant, on vient habiller joliment leur histoire. Donc c'est un peu pour ça que on parle de nous, mais c'est surtout à travers nos clients. Ouais. On parle de vous aussi, vous êtes assez successful, vous ne travaillez qu'avec les meilleurs quand même, non ? Quels sont vos critères de choix pour vos projets ? On essaie de pas être snob, on essaie de répondre... J'ai pas dit ça. Non, mais alors, quels sont les critères de choix pour travailler avec vous ? Quel projet vous acceptez ? On accepte des projets qui, on accepte un peu dans les deux sens, parce qu'il faut aussi que, on se comprenne mutuellement. Donc le premier rendez-vous, il est assez révélateur. On peut être rebuté par un client qui en fait beaucoup, et puis qui manque un peu d'humilité, on va dire, qui va se la raconter à fond. Et nous, on aime peut-être les gens qui sont un peu plus low profile et pourtant totalement admirables, et au contraire même très admirables, mais assez humbles dans leur démarche. Après, il faut qu'on sente l'histoire derrière le projet. Si on sent que c'est un peu pipeau, enfin pas pipeau, mais si on sent que tout va finir en Chine, mal fait, et que derrière, finalement, l'histoire qui est racontée est pas celle qui va être réelle, ça on le sent en fait un peu au début, et finalement on va choisir effectivement de bien répondre. Enfin, on répond à tout le monde, mais on va choisir en tout cas d'affiner un peu notre réponse pour des clients qu'on veut absolument, avec lesquels on veut absolument travailler, parce qu'on a des valeurs communes en fait, et d'autres où on se dit je suis pas sûre, mais bon, on va quand même répondre. On est un studio qui est un peu cher aussi, donc le prix peut parfois on a perdu des projets qu'on aurait adoré faire, mais ils n'avaient pas le budget non plus. On est quand même une bonne quarantaine au bureau, donc après on peut pas non plus prendre trop de projets en petit budget. On essaye d'en avoir quelques-uns, mais il faut que ce soit... En fait, on donne beaucoup de notre temps, les équipes sont nombreuses, on est très investis, on est investi jusqu'au bout du projet. C'est-à-dire qu'on peut délivrer une identité, une charte graphique à une marque. Si derrière, vous vérifiez pas que tout va sortir comme vous voulez que ça sorte, le client n'a pas toujours les compétences pour bien produire, pour bien comprendre techniquement un imprimeur, un fournisseur, etc. Et donc, en fait, nous, on les accompagne jusqu'au bout. Et ça, c'est très chronophage. Le client le
qu'on prend jamais au départ, mais à la fin, on donne toujours un peu plus que ce qu'on écrit au départ. Mais c'est ce qui nous intéresse parce qu'en fait, à la fin, on a envie de revendiquer le projet, on est proche de nos clients qui deviennent presque des amis enfin voilà, et on connecte nos clients entre eux. Enfin, on essaie d'avoir un esprit un peu généreux, ouvert, parce qu'en fait, on sait que tout ça, ça vous apporte naturellement que des bonnes retombées, que des bonnes relations. Il y a une intelligence aussi à travailler dans cette manière-là. Et alors, comment est née la ligne ASL ? C'est à force d'aller chiner et de peut-être pas trouver forcément ce que vous vouliez ou pas forcément ? Alors, on a toujours eu un peu des petits projets en interne, c'est-à-dire que il y a toujours pas une frustration, mais parfois le client nous dit non, nous on n'a pas envie de faire ça. Enfin, parfois on peut être frustré que le client soit pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait envie nous-mêmes de délivrer. Et donc on s'est mis à faire des choses pour nous. Alors le premier, ça a été le sac en papier, qui a été vraiment au départ vendu chez Merci, même s'il était déjà vendu sur un site internet un peu très très simple qu'on avait fait, très simplifié. Mais on a commencé par dessiner un sac en papier qui était destiné à nos clients pour pas envoyer nos présentations dans des enveloppes Raja, et donc on a fait ce sac en papier qu'on a vite transformé en poubelle à bureau chez nous. Et puis quand le projet de Commercy est arrivé, Marie-France Cohen avait flashé sur le sac, elle a dit je le veux pour Merci, on l'a mis chez Merci, et là c'est devenu un énorme succès. Et en parallèle de ce sac, on avait développé une collection qui s'appelle Portrait de ville, de livres de photographie, où là on avait Antoine était à l'époque prof dans une école d'art appliqué. Il avait donné ce sujet de qu'est-ce que repensait le livre de photographie. Et on l'avait repensé comme des petits carnets de voyage très intimistes dans lesquels on pouvait presque écrire à l'intérieur, mais qui était une carte blanche qu'on donnait à des photographes. Bon, donc on avait cette collection qui était quand même assez importante parce qu'on avait une vingtaine d'ouvrages. Le sac en papier, Merci, le succès de Merci, qui nous pousse à faire Maison et Objets, où là on commence à vendre dans le monde entier des sacs et des bouquins de manière un peu amusante, mais qu'il fallait professionnaliser, et ça c'était pas encore notre sujet. Et le Barn a été le premier projet pour lequel on a dessiné du mobilier, notamment le banc, un joli banc qui était bout de lit ou qu'on peut mettre dans son salon, et qu'on a proposé pareil à vendre sur notre site internet en collaboration avec Édouard Den du Barn. Et à partir de là, on s'est dit bon allez, c'est quand même assez, on avait envie d'aller un peu plus loin dans cette histoire. Est arrivé le Covid. Bref, on a eu du temps un peu pour repenser tout ça. Ce nouveau lieu avec les ateliers Saint-Lazare, cette envie de faire un peu plus nous-mêmes les choses. Et on s'est un peu lancé, mais on s'est pas lancé tout seul parce qu'en fait, ce projet, ça faisait des années qu'on l'avait. On l'avait construit, on avait fait 12 business plans, 12 000 projets qu'on avait présentés à plein de gens qui étaient des clients qu'on avait rencontrés dans notre parcours, et tout le monde nous disait mais vous êtes super fort, vous avez besoin de personne, allez-y, vous êtes des super créatifs. Mais on a dit on est des super créatifs, mais on n'est pas des super commerciaux. Et il se trouve que quand on a eu ce projet-là, on a retrouvé l'ancien cofondateur de Cézanne, Corentin Petit, qui était sorti de chez Cézanne, et on avait travaillé pour Cézanne, donc on les connaissait bien, et on lui a dit écoute, on a un projet en ce moment de développement d'une marque de mobilier, d'objets, est-ce qu'on peut t'en parler pour avoir quelques conseils? Et en fait, il était en train de développer plein de choses pour lui, de collaboration, d'investissement dans plein de petites marques, et il nous a rejoints, et c'est grâce à lui qu'on a pu développer ce projet-là, parce qu'il a mis en place une directrice générale qu'on cherchait depuis 15 ans, il nous a permis d'avoir une équipe, de financièrement consolider tout ça. Et alors on est très prudent, c'est un projet qui est pas simple de lancer sa propre marque, donc c'est amusant parce que en fait quand on fait ça, et ça a été le cas quand on a fait Maison et Objets, quand on a fait nos ouvrages, de produire. En fait, on se met à la place de nos propres clients. Et donc, quand des clients viennent nous voir et qu'on est nous-mêmes une marque, on sait quelles sont les galères que l'on rencontre au quotidien, et on est plus humble face aux galères de nos clients. Parce qu'en fait, c'est très facile de râler toute la journée. Le client est en retard, le client envoie les textes, il y a des erreurs, il y a des machins, etc. D'être toujours là un peu à éponger, d'être toujours celui qui essaie
essaye de rattraper, d'être un peu vigilant pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs à la fin et que le projet se déroule bien. Et nous, en faisant ce travail-là d'être une propre marque, on se met nous-mêmes dans la peau de notre client. Et ça a effectivement des vertus de mieux savoir conseiller et surtout aujourd'hui de mieux savoir produire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. On sait fabriquer beaucoup de choses. On a beaucoup d'artisans, beaucoup de manufactures avec lesquelles on travaille. Et ça nous aide évidemment beaucoup plus dans nos projets aujourd'hui d'archi. Oui, il y a toujours cette notion d'excellence. Vous allez chercher le bon matériau, le bon artisan. Oui, on va. Alors au début, on est obligé de faire des toutes petites quantités. Donc on travaille vraiment avec des tout petits artisans. Le caisson qui est un tabouret qui est un peu le mobilier, l'objet un peu best-seller dans le mobilier chez nous. On l'a dessiné et fabriqué avec un artisan. Il est tout seul à Pantin, mais c'est un super ébéniste qui travaille même pour Hermès Petit H. Voilà, qui prend des projets. On peaufine vraiment. D'ailleurs, on travaille souvent main dans la main avec un artisan qui va vous dire exactement comment bien finir tout ce que vous avez dessiné. Et après, il faut quand même aller vers des manufactures un tout petit peu plus importantes. Et souvent, elles peuvent être en France ou elles peuvent être au Portugal, en Espagne ou en Italie. C'est à peu près ça notre... Mais à chaque fois, c'est petit. C'est des manufactures où il y a 20, 30 personnes. C'est à la main. Enfin, il y a tout un... C'est assez organique, mais un peu plus organisé pour pouvoir sortir 100 pièces par 100 pièces. Quand au départ, on en sortait 10 par 10, quoi. Et il y a cette idée d'objet fonction assez intemporel, fait pour durer. Pareil, on n'est pas dans la tendance ou dans l'idée de collection. On s'est un peu cherché au départ. C'est vrai qu'on s'est dit, allez, on va faire des collections tous les 3 mois, etc. Puis en fait, non, c'était pas nous du tout. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de dessiner le bon objet. Effectivement, l'objet fonction. Donc, le caisson, il est marchepied, tabouret. Voilà, on peut en faire plein de choses. Le banc, il peut être en bout de lit, comme dans un salon. On a effectivement la recherche du bon matériau, du bon textile, de la bonne finition, tous ces détails qu'on a envie de rajouter aussi évidemment sur tous ces objets et ces accessoires. Et donc effectivement, en faisant plus attention à tout ça, on aime que ce soit pérenne, que ça vieillisse bien, que ça se patine. Le caisson se patine, on marche dessus, on s'assoit, il se raye, mais il y a 12 façons de l'entretenir et on aime tous ces objets qui vieillissent avec le temps et qui se transmettent, comme on aime récupérer des pièces de chez ses grands-parents ou de chez ses parents, voilà. Et vous faites ça que pour vous? Vous les mettez dans certains de vos projets? Est-ce qu'il y a une ambition de travailler avec des marques? Oui. En fait, c'est vrai que la vertu un petit peu de ce projet-là, c'est à la fois de dessiner pour des clients, des clients, ce qu'on appelle le B2C, et le B2B qui est en fait nos propres clients. C'est vrai qu'on va aussi dessiner des objets pour nos projets qui reviennent dans la collection permanente d'ASL. Donc, au départ, par exemple, les petites lampes de bibliothèque, on avait dessiné un modèle pour Fragonard, pour la maison d'hôtes à Arles. On est allé redessiner un tout petit peu cette lampe pour qu'elle soit vraiment originale et complètement ASL. Mais le dessin au départ est arrivé d'un projet avec Fragonard. Et ces petites lampes, aujourd'hui, on les a placées, par exemple, dans cet hôtel au Batignolles. Parfois j'ai des trous de mémoire. L'Eldorado, pardon. À l'Eldorado, où on retrouve dans toutes les chambres, ils nous ont acheté toutes nos petites lampes. Donc c'est vrai que c'est un super business model, c'est de pouvoir aussi dessiner pour tes clients, que les deux projets se croisent. D'où la question au départ de pourquoi finalement Saint-Lazare et de plus avoir Bipôle Saint-Lazare, parce qu'en fait tout ce que l'on fait aide, un studio ou une marque. Voilà, c'est un peu le côté cercle vertueux de nos projets. L'un des derniers projets, c'est Au Rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez investi dans un café. Dans un café. Ouais. Alors ça c'est un autre. ASL, c'est vrai qu'on crée la marque, donc ça nous appartient et c'est une marque. Au Rêve, c'était un café qui existait, un café de quartier. Il se trouve que c'était le café d'Antoine et de Corentin. Et ce café a une histoire magnifique. C'est une femme qui a travaillé pendant 50 ans dans ce café, qui s'appelle Eliette Ségard, qui avait hérité à 19 ans de ses parents qu'elle venait de perdre, donc très jeune. À 19 ans, elle avait même pas l'âge de tenir ce café. Et je le raconte rapidement parce que l'histoire est jolie. Elle est aidée par
le maire du 18e, par un voyou et par un commissaire de police, parce qu'elle n'avait pas l'âge de tenir ce café, donc jusqu'à sa majorité, je crois que c'était 20 ou 21, elle tient ce café aidée par ces 3 personnes-là. Et ce café, pendant 50 ans, a été habité par des figures de Montmartre qui étaient autant le garagiste d'à côté, de la rue Colincourt, que Jacques Brel ou Gide et Céline. Donc ce lieu est devenu un lieu où se croisaient différentes cultures, des gens assez passionnants, mais un café vraiment de quartier. Et il se trouve qu'au bout de 50 ans, elle a mis la clé sous la porte, elle voulait partir à la retraite. Il a été repris, refermé, repris et refermé. Et là, il allait être vendu pour certainement se transformer en banque ou Franprix, enfin voilà. Et le lieu est très beau, le lieu a une histoire, le lieu est joliment fait, le sol, le bar, l'arrière, enfin tout était vraiment très très beau. Et c'était vraiment un peu les paradis perdus qu'on avait, enfin en tout cas un des paradis perdus qu'on avait envie de conserver. Et parce que Antoine et Corentin étaient très très attachés à ce café, on a décidé de le reprendre, mais on ne l'a repris que parce que l'ancien gérant qu'on connaissait a accepté de le reprendre avec nous. Et voilà, on a refait l'architecture de ce lieu, on a refait un peu l'identité évidemment du lieu de manière assez discrète, même si on s'est fait voler tous les cendriers la première semaine. Voilà, on a une lampe ASL qui est posée sur le bar, voilà, enfin 2-3 petites choses, mais c'est avant tout un lieu de quartier et qui était pour nous très très important de conserver cet endroit. Ouais. Vous êtes sur plein de projets, plein de sujets. Est-ce que tu saurais dire, je sais que ma question va pas être facile, quels seraient les leviers que vous avez mis en place depuis toutes ces années pour arriver à ce succès ? Je pense qu'on a bien délivré, on a beaucoup travaillé, donc ça, je pense que le travail, c'est évidemment déjà la clé. Je pense qu'on a croisé sur notre chemin, mais ça se provoque aussi, les bonnes rencontres. Donc c'est vrai que quand on recroise Corentin, mais qu'on a travaillé avec lui quelques années avant, oui, ça c'est une jolie rencontre qui transforme ce que le studio a été, en ce que le studio est en train de devenir à travers les différents projets que l'on travaille. On a Marie-France Cohen qui a été une très jolie rencontre, qui nous a appris beaucoup de choses et qui nous a fait aussi rencontrer des gens qui nous ont aidés à avancer. Il se trouve que nous on n'a jamais eu de commerciaux et que ça n'a été que du bouche à oreille. Donc au départ ça a été la famille, les amis, voilà, qui nous ont ouvert et nous ont fait confiance. Et ensuite, je pense que c'est vrai qu'on parle souvent d'audace. Je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller voir les gens, de sortir, de se faire connaître, etc. On a eu le levier de la presse parce qu'il y a quand même un moment où on a fait des choses qui n'étaient pas économiquement que personne d'autre que nous, enfin pas que nous, mais bon, bref, quand on a développé Portrait de ville. On s'est dit, c'est bien, on a fait une collection de livres, ce serait bien qu'on en parle. Et on a pris un bureau de presse. Et à partir de là, nos ouvrages se sont retrouvés dans la presse. Et on a eu des clients grâce à ça, qui nous ont vus grâce à Portrait de ville, etc. Donc c'est plein de petites choses qu'on a semées qui ont fait que les projets sont arrivés en fait jusqu'à nous. Et ensuite, c'est aussi l'intuition qu'on peut avoir effectivement de convaincre pour arriver à faire un hôtel comme le Barn. Le Barn, ça a été aussi un levier pour nous. On a eu effectivement Pierre Berger, Marie-France Cohen, le projet du Barn, qui ont été trois projets un peu leviers qui nous ont aussi donné envie d'aller plus loin dans nos propres projets aussi. Et puis après, ça a été effectivement cette rencontre avec Corentin qui nous a permis aussi de lâcher un petit peu, parce qu'il y a un moment, quand vous dirigez un studio avec une vingtaine, trentaine de personnes, vous finissez par faire des RH, du commercial, vous n'êtes plus derrière votre ordi, et vous vous fanez un peu. Et pendant longtemps, l'importance, c'était aussi de retrouver cette énergie créative et de pouvoir un peu s'extraire de tout ça, et d'avoir trouvé la bonne directrice générale, de restructurer, de moins avoir peur financièrement, de pas y arriver, etc. Ça nous permet, nous, aujourd'hui, depuis 2-3 ans, d'être
à nouveau vraiment dans la création pure, et ça c'est très agréable, même si on continue d'être évidemment toujours impliqué dans des problématiques RH et autres, mais et commerciales, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, mais on ne fait plus que ça. Et à un moment, on faisait un peu que ça. Et à l'inverse, quelles sont, tu dirais, toi, les difficultés dans ton métier ? Les difficultés... les galères à gérer. Les galères, c'est, je trouve que c'est compliqué de recruter. Ça, c'est vrai que de bien recruter, d'être aussi présent pour tes équipes que pour tes clients. Il faut vraiment faire attention à être à l'écoute en fait des deux, parce que on est rien sans nos équipes, clairement. Sinon, t'es deux et puis tu travailles, mais les projets sont pas aussi ambitieux. Tu peux pas répondre à un projet comme Merci ou Le Barn si t'es deux, de créatifs. Donc c'est très important de recruter et puis effectivement de bien délivrer, d'être sérieux, d'être toujours à l'écoute de ton client, de pas planter, de pas te cacher derrière les autres. Tu peux te tromper et dire que tu t'es trompé. Enfin voilà, il faut être rigoureux et audacieux, je pense. Et avec Antoine, j'imagine que vous n'êtes pas toujours d'accord. Comment ou vous l'êtes tous? Non, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est assez rare malgré tout. On se comprend à 200% dans toute la partie créative. C'est oui, on va faire des petites à la marge de quelques changements ou autres, mais on arrive à se convaincre l'un et l'autre. S'il y en a un qui est pas d'accord, si on justifie le comment du pourquoi, on est assez vite d'accord sur beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Et au milieu de tout ça, tu as 4 enfants. Ouais. Ça c'est sport. Comment se passe ton quotidien ? Non, mais les pauvres, ils m'ont pas beaucoup vu à 18h et je crois pas avoir fait beaucoup de devoirs de mes enfants. Voilà, donc ça effectivement, on peut pas tout faire. Maintenant, faut aussi avoir un bon binôme. Donc j'ai un mari qui est très présent et qui est derrière, un peu plus derrière les études, on va dire, parce que ça c'est important de rien lâcher et d'être organisé aussi. Après, il se trouve que quand on a des enfants, on travaille un peu plus de chez soi et ça, effectivement, c'est ce que je faisais, c'est que je rentrais, mais je retravaillais le soir chez moi. Aujourd'hui, on a un peu plus de monde, donc on est un peu moins derrière les ordinateurs et on peut plus se déléguer derrière un téléphone, donc c'est un peu moins prenant. Mais je pense que, et j'ai eu ça moi quand j'étais plus jeune, j'ai des parents qui étaient profession libérale, un père photographe, une mère qui était styliste. Je les ai toujours vus énormément travailler et je trouve que ça donne aussi une bonne image de ce qu'on doit être plus tard, indépendant, libre. Et je pense que si on partage ce qu'on fait avec ses enfants et qu'on s'intéresse à ce qu'ils sont, je les ai pas mis de côté, mais j'ai essayé d'être là le week-end, d'être là aussi le soir, te dire il y a un soir je suis charrette, un soir je suis là. Enfin voilà, c'est de trouver le bon équilibre. Et je pense que j'ai des enfants qui, ça les amuse parce qu'évidemment il y a des projets. Quand je reviens avec des oursons de chez Cyril Lignac, ils sont contents. Quand on les emmène passer un week-end au Barn, ils sont contents. Quand on leur montre ce qu'on fait, ils comprennent. Et en plus, c'est amusant. C'est un milieu où le design, l'architecture, ça leur parle aussi. Ça leur parle. Je vais les présenter d'ailleurs mon métier dans la classe de mon fils il y a la semaine dernière. Et c'est vrai que j'avais montré un projet pour Alexandre Mazia où on dessinait un food truck, donc un camion. Et donc mon fils m'a dit j'espère que tu parleras du camion hot dog. Bon, j'ai oublié d'en parler, donc le soir je me suis excusée. Mais c'est vrai que ça les amuse parce qu'ils captent un petit peu, ils savent ce que c'est qu'une marque. En tout cas, de montrer, de travailler, de montrer ce que c'est que l'épanouissement dans le travail, la valeur travail. Je pense que là, c'est pas trop une erreur, mais on jongle un peu, mais c'est sympa. Toi, tu as un métier qui est très créatif, donc qu'est-ce que tu fais de tes loisirs ? Tu restes créative ou ça te ramène au bureau? Si tu dessines, t'as l'impression que c'est une fenêtre sur ton travail ou pas? Non, au contraire, j'aimerais bien plus dessiner. Je me suis mise à dessiner tard. C'est une fille de mon bureau qui m'a dit vas-y, dessine. Bon, j'ai dit ok. Et en fait, j'ai pris des cours d'aquarelle avec ma grand-mère parce qu'elle était elle était peintre. Donc ça, je l'ai fait assez tardivement. Mais oui, je vais dessiner. Et au contraire, ça c'est un vrai plaisir. Évidemment, d'aller voir des expositions, de traîner dans des librairies, ouvrir des bouquins. Faire de la photo.
Ça, effectivement, ça c'est un sujet parce que moi j'en fais beaucoup pour la marque. Je suis un peu devenue photographe, on va dire, quand on a décidé que ASL démarrait. C'était une start-up, donc il fallait que chacun ait 2 casquettes. Et donc j'avais aussi cette casquette de faire de la photographie. Et donc oui, on se nourrit vraiment en allant visiter un lieu, se balader, les librairies beaucoup, les musées, la lecture, le cinéma, enfin beaucoup tout ce qui est très artistique en fait. Oui, il y a beaucoup de photos dans vos projets. Chez toi, on a vu dans des magazines, on a vu passer un peu des photos de ton intérieur. Qu'est-ce que ça apporte, la photo ? Alors la photo, chez moi la photo c'est très lié aux souvenirs, donc je suis très attachée. Je me plonge dans mes photos, je me suis beaucoup plongée dans les albums de mes parents. Voilà, à l'époque on faisait beaucoup d'albums. C'est l'émotion que peut me procurer une photo. Soit elle me rappelle un souvenir, soit la beauté de la photo me touche et donc ça peut m'arriver d'acheter des photos dans une foire, dans une galerie ou après Portrait de ville on a été un petit peu déformé parce qu'en fait les artistes venaient à nous raconter leur histoire, leur voyage et on rentrait dans le livre et on avait envie même de donner beaucoup plus aux lecteurs mais c'était compliqué parce que on n'a jamais enregistré mais ça aurait été génial d'enregistrer les réunions de travail où les artistes vous racontaient leur histoire. Et donc, j'ai beaucoup de photographies de ces artistes. J'ai des photographies de mon père, j'ai des œuvres de ma sœur, j'ai des choses de famille, des petites choses chinées, des choses de mes enfants aussi, parce que parfois, il y a des jolies choses qui sortent d'eux. Donc voilà, donc j'achète et ça m'arrive d'acheter dans des foires et des galeries quand j'ai un coup de cœur, mais bon, voilà, budget raisonnable et... Voilà, des très très gros coups de cœur, j'adorerais me les offrir, mais ce n'est pas possible. Comment tu définirais ton style déco ? C'est que ça ressemble, j'imagine que ça ressemble au projet que vous faites. Ouais, on vit un peu on dit qu'il n'y a pas beaucoup de frontières entre chez nous et le bureau. Et c'est vrai, enfin je dis nous parce qu'Antoine est un peu comme moi. On est un peu nourri par tous nos projets, les artistes qu'on découvre, les fournisseurs avec lesquels on travaille, les objets qu'on crée. Donc évidemment chez moi j'ai du ASL, mais j'ai des choses que j'ai chinées dans mon quartier ou dans des déballages, des meubles qui appartenaient à ma mère. J'ai des pièces, j'ai une pièce d'India Malavi qui était un coup de cœur que je voulais depuis longtemps. Donc je vais avoir du contemporain et de l'ancien. Donc effectivement un peu comme dans nos projets, moins pointu, on va dire, parce que c'est des choses qu'on accumule au fil des années. Mais je me débarrasse pas trop, je me lasse pas trop en fait des choses, étonnamment. Je pense que finalement, parfois je mets du temps à choisir une pièce et 20 ans après, je suis contente de l'avoir encore. Donc ça, c'est chouette. Il y a beaucoup de choses, il y a une forme d'accumulation. Un peu, ouais. Parfois parfois c'est trop. C'est trop parce que il faut toujours que ce soit enlever la poussière. Enfin voilà, ça attire évidemment beaucoup de. Il faut toujours que ce soit et rangé d'ailleurs, parce qu'en fait l'accumulation c'est super, mais c'est une accumulation qui doit être un peu organisée. Mais j'aime regarder. En fait, j'aime regarder mon mur avec mes photos, j'aime regarder mes objets, j'aimerais ouvrir les livres que j'achète, voilà. Donc je me suis un peu imposée chez moi. Alors, dernière question, si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de tes inspirations, qui seraient les 6 personnes que tu aimerais avoir à ta table ? Si on parle de littérature, ça pourrait être une Françoise Sagan. Je pense que ça devait être une personnalité assez amusante à rencontrer, entre cigarettes, un petit whisky et soirée. Ça peut être... je regardais l'autre jour un reportage sur Jacques Brel, parce que comme il est passé au Rêve et qu'il y a eu un reportage sur lui, et que je suis une grande fan de Jacques Brel, j'aurais adoré avoir Jacques Brel. Peut-être qu'une artiste femme, ça pourrait être une femme comme Sonia Delaunay, enfin ces femmes artistes. Elle en l'occurrence, elle était mariée avec, les deux, Robert et Sonia Delaunay étaient tous deux artistes, peintres. Ça, je pense que c'est des personnalités que j'aurais aimé rencontrer. Après, en plus sexy, non, mais je pense à Al Pacino et Lenny Kravitz. La musique et le cinéma. Non, après, je pense que
Je me suis retrouvée dans un dîner avec une femme une indienne qui a été adoptée, qui n'a pas été adoptée, qui s'est retrouvée dans un orphelinat à Calcutta et qui s'est retrouvée dans l'orphelinat de Sœur Teresa. Et je me suis dit que pour revenir quand même à pas des choses moins futiles, parce que je pense que tout nous nourrit, mais je pense qu'une femme comme Sœur Teresa, qui n'avait pas la langue dans sa poche, qui était très libre et très originale, à mon avis, ça devait être voilà. Bon voilà, c'est très. T'as qu'à la mettre à côté de Lenny Kravitz. Voilà. Ça sera très sympa. Je pense que ça peut être très sympa comme dîner. Ouais. Et merci beaucoup Clémentine pour cet échange. Merci beaucoup et merci beaucoup à toutes pour votre écoute. Merci beaucoup. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.